Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à ce colloque de 2 jours qui marque le commencement des activités et de la réflexion que la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance va consacrer au cours de cette année académique au concept de connaissance pratique, prolongeant des analyses poursuivies depuis plusieurs années sur la nature même de la connaissance ou sur ce qui permet, par exemple, d'appliquer ce terme, y compris à la métaphysique. Vives sont aujourd'hui les discussions sur la question de savoir si ces formes de connaissance qu'on qualifie plus volontiers de pratiques, en ce qu'elles font appel à des savoir-faire ou savoir comment, des capacités, des aptitudes, des talents, de l'habileté, savoir faire du vélo, jouer au piano, maîtriser une langue, doivent être opposées et distinguées ou sont au contraire réductibles à des formes de savoir qu'on tiendrait plus volontiers pour théoriques au sens où celles-ci mettent davantage en œuvre des croyances, des jugements susceptibles de s'exprimer de manière propositionnelle. Par exemple, je sais que 2 + 2 = 4, que l'eau est H2O, qu'il fait beau aujourd'hui. La question est tout sauf simple, en particulier si, comme c'est mon cas, on entend par ailleurs la connaissance, quelle qu'elle soit, comme une enquête visant certes le vrai et la justification de croyances, mais ces croyances à leur tour, moins comme des états mentaux internes que comme des dispositions à agir, impliquant à leur tour, en outre de la part de celui qui cherche à connaître, certaines qualités ou vertus épistémiques, cohérence, attention aux données, aux faillibles, aux vagues, etc., voire certaines visées, et notamment la mise au jour, autant que faire se peut, de certaines propriétés réelles du monde. Propriétés physiques, certes, mais aussi mentales, et pourquoi pas esthétiques. Même si le cours et le séminaire auront donc un spectre plus large, il m'a semblé opportun, conformément à l'idée que je me fais du travail philosophique, comme devant comporter une dimension a posteriori et être donc à l'écoute des savoirs empiriques, de prendre pour champ d'exploration la pratique artistique et plus particulièrement la pratique picturale, parce que le processus même de fabrication d'un tableau est suffisamment complexe, suffisamment riche pour permettre une réflexion approfondie sur le type de connaissances pratiques qui s'y trouvent engagées. J'aurais pu, en effet, choisir une autre pratique artistique, la musique par exemple, ou parmi les arts plastiques, insister davantage sur les installations, les performances, qui, on le sait, importent beaucoup dans l'art aujourd'hui. Mais qu'on le veuille ou non, la peinture est aussi, aujourd'hui comme hier, par excellence, la production d'un objet concret, le tableau, qui est bien là, hic et nunc, dans sa matérialité, avec des propriétés bien réelles, quel que puisse être parfois le flou, voulu ou non, de ses contours, que ne parviennent à épuiser par le fait même de ce choc présentiel, physique, mental, voire esthétique et artistique, ni les commentaires, ni les discours, ni les diverses mises en contexte, ni même, dirais-je, la pure et simple expérience esthétique. La peinture, c'est aussi ce qui se trouve en prise directe avec le processus même de son exécution, autant qu'avec celui qui le fabrique, comme y insistait Étienne Gilson dans Peinture et réalité. Sans doute, ce qui se tient sous chacun des termes de cette relation infiniment complexe a-t-il considérablement changé. La nature même de l'objet, les matériaux, les gestes, les techniques utilisées dans la fabrication, le rôle du ou des sujets, voire aucun, si l'on ne recourt plus qu'à des assistants, et même relativement à un passé récent. Et ce sont précisément au premier chef ces évolutions dont j'ai souhaité rendre compte en laissant s'exprimer, avec toute la richesse que permet leur diversité, des peintres d'aujourd'hui. Loin de moi donc l'idée de prôner un retour nostalgique à la grande peinture sub specie aeternitatis, ce qui n'exclut pas, quelle que soit l'ampleur des évolutions somme toute naturelles, qu'au-delà de la grande variété des pratiques, nous puissions repérer certains invariants, et ce, précisément, dans le type de savoir mis en œuvre. Par exemple, dans la manière dont chacun répond à des questions comme « qu'est-ce qu'une technique ? Quelle place occupe-t-elle ? Comment se constitue la singularité d'une pratique ? Quelle part accorder à l'intention, à la formation, aux influences, aux connaissances générales ou encore au contexte, aux conventions, aux traditions et à l'histoire.
mais aussi, naturellement, aux instruments, aux matériaux employés et aux gestes, aussi nouveaux pour certains soient-ils, et qu'est-ce qui compte le plus? Je suis partie aussi d'un double constat ou d'une double frustration, si vous me permettez. Certes, du côté philosophique, les philosophes de l'art ne manquent pas, l'esthétique est un domaine foisonnant, mais les analyses s'y font trop souvent encore en position souvent de surplomb, sans confrontation des arguments, thèses et théories avec les pratiques propres aux artistes. De même, du côté des historiens de l'art, des critiques ou de la littérature, la somme d'informations et d'analyses est incontestable, mais la théorisation y est aussi parfois un peu hermétique, et les analyses portent plus sur les produits, et les tableaux en l'occurrence, que sur le processus. D'où l'idée, en procédant avec le minimum d'a priori, sans mobiliser telle ou telle mythologie rebattue de la création, ou qui se cantonnerait aux affects du peintre, en préjugeant par exemple que se trouverait en eux l'explication de tout, d'écouter tout simplement ce qu'ont à dire de leur pratique les premiers concernés, à savoir les artistes eux-mêmes. Au demeurant, parler de pratique picturale au singulier eût été commettre d'emblée le péché précisément de la position de surplomb, tant sont variées, vous le savez bien, ces pratiques. C'est donc ainsi qu'est née l'idée de ce colloque qui nous réunit aujourd'hui, et pour la mener à bien, j'ai souhaité m'entourer de deux peintres, Marc Molck et Thomas Lévilan, et je leur ai demandé de me proposer, en évitant tout parti pris idéologique, un éventail le plus riche possible d'intervenants, le seul souci étant de représenter au mieux la diversité des pratiques, des esthétiques, mais en tenant compte aussi des carrières, des nationalités. Cela fut très long, car, bien entendu, les talents sont nombreux, les choix toujours rudes. Tout choix est un massacreur de possibles. Nous en sommes conscients. Nous espérons être parvenus bon an mal an à une sélection assez équilibrée, dont je crois nous allons avoir la brillante démonstration au cours de ces 2 journées. La pratique picturale est, comme je l'ai dit, une relation à plusieurs termes, infiniment complexe. Il ne vous échappera pas que les questions que voudrait soulever l'exploration de ces différents termes intéressent donc en premier lieu, fort égoïstement, la métaphysicienne doublée de la philosophe de la connaissance que je suis. J'attends en particulier de cette enquête sur le vif de la pratique picturale qu'elle me permette de mieux cerner les liens qui existent entre les aspects théoriques et les aspects pratiques. Théoriques, par quoi j'entends conceptuels et symboliques, certes, mais aussi, et je crois que nous allons en avoir la démonstration, indexico et iconique de la connaissance pratique. Bref, de tester l'hypothèse selon laquelle, même si savoir que, c'est presque toujours en fait, quel que soit le niveau d'abstraction, savoir comment, la formule peut valoir également, dans certaines conditions, en sens inverse. Au passage, j'espère aussi être éclairé sur le type de qualité ou de vertu épistémique, comme je l'ai dit, voire, dans certains cas, sur les visées esthétiques, métaphysiques qu'engage, en tout cas pour certains, une telle pratique. L'art contemporain a souvent la réputation d'être hermétique et de fonctionner sur la connivence. Grâce à la générosité extraordinaire des peintres, qui vont tous parler en leur nom propre, performance toujours risquée, que l'on soit au début ou au sommet d'une carrière, tant il est plus facile de laisser les autres parler de vous, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que nous allons tous pouvoir ainsi bénéficier de toute une série de clés. Des clés, tout d'abord, qui donneront accès aux secrets bien gardés de l'atelier ou de la fabrique. Des clés ensuite pour se rendre compte de la vitalité de la peinture aujourd'hui, par-delà les frontières, mais également en France, ce qu'on masque parfois. Des clés enfin pour analyser et pour mieux comprendre ce qui se passe pour de vrai dans cette aventure fantastique, mais aussi très contrôlée et réglée que constitue la fabrique de la peinture. Il va donc s'agir plus spécifiquement, dans les 2 jours qui viennent, de mieux cerner le type de savoir qui se joue dans cette pratique si complexe. L'enquête philosophique, disais-je, relève certes en priorité de l'analyse conceptuelle, mais elle impose aussi, pour éviter toute position de surplomb, d'être à l'écoute des savoirs empiriques et l'art est de cela. Bien, il est temps de renouer, je crois, avec le dialogue un peu interrompu entre peintres et philosophes, dont l'histoire nous a pourtant tellement montré la fécondité. Je voudrais, avant de commencer nos travaux, dire toute ma gratitude aux artistes qui ont accepté de participer à cette aventure, et en tout premier lieu à Marc et à Thomas. Remercier aussi la Fondation Hugo du Collège de France, monsieur l'administrateur du Collège de France, qui ont soutenu ce projet, ainsi que les nombreuses personnes qui ont été d'emblée enthousiastes.
Je tiens à rendre hommage tout particulièrement à Madame Thérèse Rioux, Madame Meston de Rennes, Monsieur Philippe Gazeille, Madame Marie Chéron, Madame Cécile Barnier, et last but not least, ma collaboratrice Madame Sophie Grand-Cyr, qui n'a pas ménagé sa peine durant des mois, week-ends et vacances compris, pour que nous puissions tous être réunis aujourd'hui.